Première. 13h15, 14h30. Un jour dans l'histoire. Laurent Dehaussay. Le 10 juin 1944, le village d'Oradour-sur-Glane, dans le Limousin, en France, est voué au massacre de ses habitants par la terrible division SS Das Reich et puis des éléments de la milice. 642 victimes, hommes, femmes et enfants, dont la plupart ont été rassemblés dans l'église avant d'être exécutés. Alors 4 jours après le débarquement et après que le général de Gaulle eut appelé au soulèvement général, le massacre d'Oradour est un crime de guerre beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Oui, Laurent, le mémorialiste et spécialiste de l'histoire orale Michel Bourri a écrit une série d'ouvrages sur le massacre d'Oradour. Il est avec nous aujourd'hui pour évoquer les jours, les heures qui ont précédé ce massacre. Car dans les milieux révisionnistes en France, on prétend que la résistance française a eu une responsabilité notable dans le massacre en poussant la division Das Reich à l'horreur ultime. Michel Bourri revient avec nous sur le contexte entre le 6 et le 10 juin qui a vu cette division remonter depuis Montauban vers la Normandie, mais participer au passage au ratissage du Limousin pour punir une résistance qui réussit les coups les plus fous contre l'occupant. Voici un an, le nom d'Oradour-sur-Glane s'inscrivait au martyrologe des villages français. Après tant d'autres, avant tant d'autres. Crime le plus gratuit et le plus complet peut-être de la sauvagerie nazie. Ce jour-là, sans raison, une compagnie de SS occupa le village, rassembla les hommes sur la place, les femmes et les enfants dans l'église. Et puis, à coups de mitrailleuses et de grenades, le crime fut accompli. L'incendie fit le reste. De tous les enfants, celui-ci seul est sorti vivant. Les Allemands ont passé par là. La division Das Reich est stationnée, cantonnée à Montauban, qui se trouve à mi-chemin entre la Méditerranée et les côtes atlantiques. Donc c'était une position stratégique pour soit s'opposer à un débarquement sur les côtes méditerranéennes, soit s'opposer à un débarquement sur les côtes de l'Atlantique. Donc la division Das Reich rayonne aux alentours. Elle est en reconstruction après être passée par Bordeaux, venant des pays de l'Est où elle avait subi de grands dommages. Et donc, arrivant à Bordeaux, elle part en reconstruction avec des enrôlements forcés. Vous avez entendu parler du problème des malgré nous, ces Alsaciens qui ont été enrôlés de force dans les SS et qui ont fait partie pour un certain nombre de cette division. Curieusement, elle ne part que le 8 juin. Le débarquement ayant eu lieu le 6 juin, on peut penser que les Allemands ne croyaient pas tellement au débarquement en Normandie, d'autant que les services secrets avaient mis en place sur les côtes anglaises en face du détroit du Pas-de-Calais des leurres suffisants pour faire croire aux Allemands que le vrai débarquement aurait lieu du côté de Calais. Il a fallu effectivement 48 heures pour que Hitler donne l'ordre à la Das Reich de partir vers la Normandie, mais avant d'arriver vers la Normandie, il s'agissait d'opérer un nettoyage des zones comme il le disait, infestés par la résistance, par les terroristes, comme il les appelait. C'est aussi l'activité croissante de la résistance locale qui réalise quand même des coups d'éclat à ce moment-là. Oui, la résistance, il faut bien le dire, d'abord répond à l'ordre donné par le général de Gaulle à Londres le 6 juin au soir, après le début du débarquement, à savoir l'appel au soulèvement général dans toutes les régions françaises. Et il faut bien dire que dans la suite, ça c'est important à souligner, la résistance n'a fait que répondre à l'appel du général de Gaulle. Et donc, en aucun cas, elle ne peut être tenue responsable de ce qui s'est passé. Alors effectivement, elle a fait des coups d'éclat. Les deux coups d'éclat les plus importants qui sont cités, se situent à l'est de Limoges. C'est la prise d'une automitrailleuse, également la capture d'un officier supérieur allemand qui était considéré chez les Allemands, dans la Das Reich, comme le héros de la Das Reich. Il était l'un des plus décorés, c'était quelqu'un de très respecté, et surtout, il était le spécialiste des automitrailleuses. Donc, sa capture a jeté un grand froid et a fait baisser un peu le moral des troupes allemandes qui ont vu avec intérêt l'occasion de réagir. Oradour-sur-Glane, c'est le nom de ce village où se passe cette tragédie, cette tuerie orchestrée par la division Das Reich.
Ce n'est pas le seul village qui est concerné par ce coup de filet de la division Das Reich. Les Allemands remontant vers le Massif central, parce que ils pensaient aussi que des parachutages pouvaient avoir lieu dans cette région, et donc il s'agissait, comme je vous l'ai dit, de nettoyer cette région que les Allemands avaient surnommée la Petite Russie, c'est dire s'ils craignaient l'importance de la résistance dans cette région. Le premier fait important à signaler, c'est que les Allemands ont pu passer les ponts de la Dordogne sans encombre et arriver à Brive. Ils ont lancé ce qu'on a appelé l'opération Dents de râteau, qui dit bien ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire le nettoyage des arrières des armées allemandes au cas où des parachutages importants auraient lieu sur le Massif central. Et dans tous les cas, de toute façon, vis-à-vis des armées qui s'opposaient aux Alliés en Normandie, il s'agissait de ne pas avoir trop de forces résistantes derrière ces lignes allemandes. Donc, opération de nettoyage qui commence dès Brive avec l'affaire de Tulle qui avait été reprise. Alors, le contexte, il faut bien indiquer que la résistance s'est précipitée dès le 6 juin, dès l'appel du général de Gaulle. Comme me disait un témoin, le lendemain, on a fait la fête, mais donc le 7 juin, et puis le 8 juin, eh bien, on a commencé les actions, les embuscades, les ponts coupés. Le Limousin était en ébullition. Tulle avait été prise par les maquisards, donc il s'agissait de chasser les maquisards de la ville et d'organiser les représailles. Un papier de Lammerding, le général commandant la division Das Reich, indiquait que pour un soldat allemand tué, c'était 10 civils ou terroristes, entre guillemets, comme il les appelait, qui devaient être exécutés. C'est ce qui s'est passé à Tulle, où 99 personnes ont été pendues aux lampadaires et au balcon de la ville. 200 ont été déportés vers l'Allemagne. Sur les 200, 100 civils ne sont jamais revenus, ce qui fait au total un lourd bilan de 200 personnes tuées, sans parler des destructions, bien évidemment. L'armée allemande continue son nettoyage, puisque nombreuses villes étaient tombées entre les mains des maquisards après le 6 juin. Et donc, les maquisards qui mettaient en place une administration, Guéret, notamment, Guéret était tombé entre les mains de la résistance et avait même résisté à la Wehrmacht venue de Clermont-Ferrand pour reprendre la ville. Et donc, la Das Reich un bataillon a été envoyé sur Guéret pour reprendre la ville, aider la Wehrmacht à reprendre la ville. Et c'est à cette occasion que l'officier supérieur Helmut Kampf a été capturé par la résistance alors qu'il était seul au volant de son véhicule. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. C'est la bataille de France et c'est la bataille de la France pour les fils de France. Où qu'ils soient, quel qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Il s'agit de détruire l'ennemi qui écrase et qui souille la patrie, l'ennemi détesté, l'ennemi déshonoré, dit le général de Gaulle au micro de la BBC le jour du débarquement. La résistance va s'efforcer de mettre en œuvre les principaux plans qui lui ont été confiés par les Alliés, Nicolas. Oui, le but est d'empêcher les mouvements des troupes ennemies, du matériel et des chars allemands. 5 faits de résistance majeurs sont détaillés dans l'ouvrage de Michel Bourri, Oradour-sur-Glane, publié aux éditions Jourdan. Additionnés, ces hauts faits peuvent-ils être considérés comme des générateurs du massacre d'Oradour-sur-Glane ? Question très délicate à laquelle tente de répondre Michel Bourri. Oradour-sur-Glane, nom qui résonne comme un glas. Hier, un village, à 20 km de Limoges. Aujourd'hui et pour toujours, un des hauts lieux de la cruauté hitlérienne. Ici, tout est mort. Une ville incendiée, fusillée, torturée. Un désert qui fait penser au cataclysme.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux actions dont on a parlé, la prise de l'automitrailleuse d'une part et la capture d'Helmut Kampf, se sont faits sur le territoire d'un très grand résistant, Georges Guingouin. Il avait refusé d'ailleurs de participer à la prise de Tulle. Il considérait que l'armée allemande était encore trop supérieure en hommes et en matériel, et donc il avait demandé à ses maquisards de ne pas intervenir. Et assez curieusement, c'est sur son territoire que ces deux actions vont avoir lieu. Par hasard, bien évidemment. L'une, la prise de l'automitrailleuse, c'est une automitrailleuse qui tombe en rade en pleine campagne. Elle est prise par la résistance, je dirais, malgré les ordres donnés par Georges Guingouin. Et la deuxième, elle est prise, c'est la capture de Helmut Kampf. L'ordre retenu n'émanait pas de Georges Guingouin, il venait tout simplement du responsable des maquis AS de la Creuse. C'est assez étonnant, et donc Georges Guingouin a été mis devant le fait accompli pour ces deux actions d'exception, des faits exceptionnels pour la résistance. Donc le premier bataillon de la division d'Eisreich est remonté vers Rochechouart, la sous-préfecture de la Haute-Vienne. Parce qu'à Rochechouart, il y avait un maquis très important dans la forêt voisine, des embuscades qui, le 1er juin déjà, avaient fait 6 morts allemands. Donc il s'agissait de voir ce qui se passait du côté de Rochechouart. Et puis également Saint-Junien, puisque Saint-Junien avait été pris par la résistance dès le 8 juin. Donc voilà un peu le contexte. Diekmann arrive à Rochechouart, puis va à Saint-Junien, parce que Gleniger, le général de la commandanture, qui commandait le détachement allemand à Limoges, de la Wehrmacht, donc, avait demandé à ce que des représailles soient organisées à Saint-Junien. Donc, Saint-Junien était la première ville dans l'œil du cyclone allemand. Là, il apprend la capture d'Helmut Kampf et ça change toute la donne. Donc depuis l'arrivée d'Eisreich en Limousin, ça a été l'application de la terreur. Terroriser les populations de façon à ce que ces populations ne prêtent pas la main aux maquisards et ne se tournent pas vers les maquisards. Ils espéraient donc terroriser la population pour stigmatiser les terroristes, comme ils les appelaient à l'époque. Le 10 juin 1944, le massacre d'Oradour-sur-Glane a lieu. Que se passe-t-il exactement ? Comment ces 642 victimes se sont retrouvées sous le feu des Allemands ? Oradour a été choisi par les Allemands pour faire une opération de représailles vis-à-vis des actions de la résistance. Action à Rochechouart dès le début juin, action après le débarquement à Saint-Junien avec le pont ferroviaire sur la Vienne qui est coupé, un soldat allemand est tué, représailles demandées par le général Gleniger avant même l'arrivée de la division d'Eisreich. Donc tout concordait pour qu'il y ait un exemple qui soit fait. Et cet exemple, ça a été Oradour. Oradour-sur-Glane, pourquoi ? Peut-être parce que Oradour était dans un contexte très particulier. Les gens craignaient une rafle de la part de la collaboration, puisque c'était la collaboration qui intervenait avec les gardes mobiles, les GMR, et puis les Allemands laissaient faire un petit peu, ils n'intervenaient que très rarement. Mais le 10 juin, on peut imaginer que Saillat-sur-Vienne et Oradour étaient sur un point d'égalité pour une opération de vaste ampleur, un peu ce que les Allemands avaient fait à Lidice, en Tchécoslovaquie, où ils avaient massacré toute la population, ravagé tout le village jusqu'à dévier la rivière qui traversait ce village de façon à ce qu'il n'y ait plus de mémoire du village. Je pense qu'ils voulaient faire la même chose à Oradour-sur-Glane, ils n'en ont pas eu le temps. Il y a eu 3 réunions de préparation entre la milice, la SIPO et le 2e régiment de Panzerdivision, la SS Das Reich. C'était donc effectivement planifié.
Oradour était supposé abriter également un maquis où on est vraiment juste dans une opération de répression pure et simple. On est dans une opération de représailles, effectivement. C'est un terme qui n'est pas très bien reçu en milieu local parce que les maquisards ne veulent pas endosser une quelconque responsabilité. Et imaginez, j'ai trouvé un témoin, pour l'anecdote, qui, après une séquence TV sur FR3 Limousin, s'est rapproché de moi et c'était un maquisard de l'armée secrète qui était dans les monts avoisinants. Il pensait être à un moment avec le groupe, il avait une voiture franche avec laquelle il circulait avec son petit groupe de 4 ou 5 maquisards et ils sont tombés sur une voiture allemande qu'ils ont mitraillée et on pense dans le récit qu'il s'agit du lieutenant Gerlach en train de préparer un cantonnement justement non loin d'Oradour-sur-Glane pour le bataillon de Dickmann et il me disait les 4 maquisards qui étaient avec moi, ils sont morts en ayant la certitude qu'ils étaient à l'origine du massacre d'Oradour-sur-Glane. Il y a 3 ans, Oradour-sur-Glane devenait le nom même de l'horreur. Anniversaire de deuil et de souffrance que M. Vincent Auriol est venu célébrer avec recueillement dans ce cimetière où les morts anonymes de la fosse commune reposent sous une même croix qui porte une même date. L'analyse que Michel Bory effectue sur les événements mettant aux prises l'occupant allemand, la division Das Reich et la résistance française apporte plusieurs révélations, Nicolas Bogarts. Oui, en tout cas une visibilité accrue sur des journées cruciales au déroulement complexe, nébuleux, difficilement vérifiable. Si la résistance a harcelé, vexé, énervé les troupes allemandes jusqu'au 10 juin et aux portes d'Oradour-sur-Glane, cette même résistance est-elle responsable des atrocités qui s'y sont déroulées? Non, bien sûr. Le massacre d'Oradour est un crime de guerre qu'il faut pouvoir regarder en face comme un crime de guerre. Dans l'église que les SS transformèrent en bûcher, Madame Roufange, seule rescapée, a rappelé pour M. Vincent Auriol ce que furent les derniers instants des martyrs. Les enfants mitraillés près de leur mère, les rafales achevant les blessés dans la sacristie, l'angoisse de l'asphyxie et le feu qui devait tout anéantir, mais qui n'a pu faire disparaître le crime. La résistance n'a fait que son travail, elle a répondu à l'appel du général de Gaulle et elle ne porte absolument aucune responsabilité. Le problème et le contexte local, c'est ce que j'ai pu recevoir comme message à travers le millier de témoins que j'ai eu l'occasion de contacter en 10 ans, c'est qu'en fait les maquisards souvent avant le débarquement, ils tendaient des embuscades dans des coins, dans des virages, sur des petites routes et il y avait des pertes allemandes ou de la collaboration et il y avait forcément des représailles. Les gens me disaient, les témoins qui étaient des civils, me disaient les maquisards ils s'enfuyaient dès que l'embuscade avait été tendue, quelques coups de feu échangés et puis ils s'enfuyaient dans les bois, impossible de les rattraper pour les Allemands bien entendu ou la collaboration et donc c'était les populations civiles autour qui supportaient la foudre des Allemands. Et c'était les granges brûlées, c'était les habitations et les populations parfois massacrées. Que ce soit la capture de Gerlach non loin d'Oradour, que ce soit la capture qui a été à mon avis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la capture d'Helmut Kampf à l'est de Limoges, tout ça a fait que bien les Allemands ont souhaité faire un exemple inique parce que ce n'était pas des représailles, c'était ce que j'appelle vraiment un crime contre l'humanité, plus qu'un crime de guerre. La guerre est un crime contre l'humanité, donc on ne peut pas dissocier. Il faudra qu'un jour on invente un tribunal spécial pour toutes les guerres et tous les crimes contre l'humanité qui se produisent à ce moment-là. Les coups d'éclat du maquis, s'ils expliquent sans doute la tension accrue du côté allemand et la mise en place d'une opération de représailles violentes, ne justifie en rien ni la cruauté ni la méthode avec laquelle elle va être appliquée. À Oradour-sur-Glane notamment, 180 hommes, plus de 350 femmes et enfants enfermés dans l'église et massacrés. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai publié récemment aussi un récit d'un survivant qui était resté
près de 3/4 de siècle dans les oubliettes parce que il rapporte d'autres éléments sur la vue de l'intérieur d'Oradour-sur-Glane. Lors du rassemblement, ce jeune couple, une mère y pleurait sur l'épaule de son mari, les deux en larmes. Ils ont massacré mon enfant, un enfant qui était né le 29 mai et qui a été, ils ont dit d'ailleurs, il a utilisé le terme, il a été coupé en deux par les rafales de mitraillettes. Il avait 12 jours. Je pense que s'il y a un symbole à retenir, c'est bien cet enfant, Roland Lacroix, 12 jours seulement, coupé en deux dès l'arrivée des Allemands. Ça veut dire que les Allemands n'ont même pas pris la peine. Après, c'est le négationnisme qui a essayé de leur trouver des raisons. Le négationnisme ou plutôt le révisionnisme partisan, parce que nul ne peut nier le massacre qui a eu lieu à Oradour, même si les négationnistes forcenés disent qu'il y avait des maquis dans l'église, c'est eux qui ont fait sauter le clocher de l'église et qui ont fait tomber l'église sur les femmes et les enfants. Là, c'est véritablement du négationnisme. Je pense que le symbole Roland Lacroix me paraît être un symbole assez exceptionnel de ce que voulaient faire les Allemands dès leur arrivée à Oradour. Ils ont cerné le bourg, ils ont rassemblé les hommes et cela ne pouvait se faire, je pense, que dans des conditions climatiques adéquates. Il faut savoir que le matin du 10 juin, il pleuvait sur Oradour. Et je doute fort que l'opération ait pu se produire s'il avait plu l'après-midi, parce que rassembler des gens sous une pluie aurait été vraiment très gênante pour les Allemands. Et c'est pour ça qu'ils avaient un autre village, le village de Saya, où ils avaient rassemblé les femmes et les enfants de la même façon, où il y a eu d'ailleurs les gens qui cherchaient à s'enfuir courant le long de la voie ferrée ont été mitraillés par les Allemands à Saya-sur-Vienne. Oradour-sur-Glane, théâtre d'un massacre odieux, une petite campagne de Russie dans le Limousin, 642 morts, dont des enfants, des nouveau-nés, dans un village donc sanctuarisé aujourd'hui à la libération, symbole de la barbarie nazie. Oui, et de la folie de la guerre, de cette Seconde Guerre mondiale dont la mémoire, même si elle est collective et bien reconstituée, comporte toujours, Laurent, des zones d'ombre, des non-dits, des oublis. C'est en les recollant tous bout à bout que nous finirons par saisir le meilleur moyen de nous assurer que plus jamais nous n'aurons à subir ou infliger semblable tragédie aux générations d'aujourd'hui ou futures. Oradour-sur-Glane de Michel Bory. Laurent, c'est aux éditions Jourdan. Merci Nicolas. Rendez-vous dans quelques jours. Oui, après-demain pour parler du goulag et de l'architecture du goulag. L'émission du jour était réalisée par Laurent Nélissen et Laurent Sarganoff. On va se donner rendez-vous bien sûr demain dès après le journal de 13h et on va revenir sur la lignée des Dumas. On connaît bien sûr Alexandre Dumas père et puis le fils, on connaît moins la sœur et également le grand-père, le général Dumas qui s'était illustré durant la Révolution française. On va revenir donc sur cette prestigieuse lignée des Dumas. Avant cela, Nicolas Beutars prend le relais sur la première, entrée sans frapper, avec notamment aujourd'hui le romancier, l'écrivain et politologue Michel Bussy pour la réédition de son premier roman d'ailleurs, Sang froid, sang avec un G, comme dans je ne sais pas quoi. Bel après-midi sur la première. Ça se passe près de chez vous. L'agenda Bruxelles-Brabant-Wallon à Jarmoulèche. Direction l'exposition Somewhere in Between pour exploser les frontières. L'exposition réussit à réunir les réalités multiples des pratiques artistiques de toute l'Europe. Il s'agit à la fois d'une méditation sur l'identité de l'Est et de l'Ouest et d'une tentative de rassembler des récits, des expériences, des relations et des rencontres d'une série d'artistes, commissaires et autres individus engagés. Des alliances révélatrices des scènes artistiques européennes d'aujourd'hui où les artistes errent librement.
Toutes les informations sur beaux-arts.be. Et si vous êtes à la recherche d'une visite plus ludique, il y a Belle Expo sur le site de Bruxelles Environnement. Une exposition qui nous permet de découvrir qu'on peut tous agir pour vivre mieux en ville. Se déplacer plus facilement sans polluer, produire moins de déchets, manger mieux, trouver de nouveaux jobs, vivre dans des maisons et des écoles plus confortables avec moins d'énergie, voilà le programme qu'on nous propose ici. Envie d'en savoir plus, rendez-vous sur www.belexpo.bruxelles. Tout à l'heure à 20h. Le monde est un village. Elle est flûtiste, elle vient de réaliser un album Éléments avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de subtilité. Laure Stellin sera notre invitée ce soir dès 20h et nous écouterons aussi des extraits du tout nouveau disque de la formation de Dan Harper, Invisible System. C'est le disque Bamako Sessions. À tout à l'heure. Le monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur RTBF Ovio. La patience est une belle vertu. Mais pour Land Rover, un Discovery Sport livrable immédiatement est encore plus beau. Il saura vous séduire par son design contemporain, son niveau de finition haut de gamme et sa polyvalence ingénieuse. Découvrez tous nos modèles de stock superbement équipés pour un prix net à partir de 30 990 €. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Rendez-vous vite chez votre concessionnaire ou sur landrover.be. Land Rover. Above and beyond. Vous aimez gagner? Alors profitez de la semaine dingue chez Intermarché. C'est simple, vous recevez plus que vous n'achetez. 7 boulettes plus 8 gratuites. 250 grammes de jambon plus 500 grammes offerts. 2 bouteilles de Montepulciano plus 4 gratuites. Intermarché, fan des supporters. Ouvert dimanche et jour férié. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. 2 millions de clients fidèles, c'est 2 millions de merci. Madame Jensens? Oui. Bonjour, Luminus à l'appareil. Oh, je suis désolée, j'ai vraiment pas le temps. Nous vous appelons juste pour vous dire merci. Ah, et pourquoi? Parce que vous êtes client. Clients fidèles, c'est 2 millions de merci. Madame Jensens? Oui. Bonjour, Luminus à l'appareil. Oh, je suis désolée, j'ai vraiment pas le temps. Nous vous appelons juste pour vous dire merci. Ah, et pourquoi? Parce que vous êtes client.